Clara passe ses doigts sur le vieux rabot de sa grand-mère, sentant chaque entaille, chaque marque d'usure gravée dans le bois patiné par 50 années de travail. L'odeur de cèdre et de vernis flotte encore autour de l'outil, comme si Mémé Rose venait à peine de le poser. À 28 ans, après des mois d'un labeur acharné qui lui a coûté ses économies et ses nuits, Clara vient enfin de terminer sa première vraie maison. Ce petit appartement parisien de 50 mètres carrés, elle l'a transformé pierre par pierre, planche par planche, avec une patience que sa famille n'a jamais comprise. Chaque centimètre raconte son histoire. Les poutres apparentes qu'elle a décapées à la main, le parquet qu'elle a poncé genoux à terre, les murs qu'elle a repeints 3 fois pour obtenir cette teinte crème parfaite. L'étagère qu'elle vient d'installer au-dessus de son bureau tremble légèrement sous le poids des livres d'architecture. Clara ajuste minutieusement les fixations, son cœur battant de cette fierté profonde qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Ici, tout lui appartient vraiment. Chaque décision, chaque choix esthétique porte son empreinte d'architecte, reflète son âme créatrice enfin libre de s'exprimer. Son téléphone vibre sur la table de chaîne restaurée. Un email urgent s'affiche sur l'écran. Concours Habitat innovant. Dernier détail avant soumission finale. Son pouls s'accélère. Elle a exactement 1 semaine pour peaufiner sa candidature. Ce projet révolutionnaire de logements sociaux modulaires, fruit de 2 années de recherche, pourrait transformer sa carrière de simple architecte indépendante en référence nationale. Ses mains tremblent légèrement en ouvrant le dossier sur son ordinateur. Les plans s'étalent sous ses yeux. Des habitations économiques mais élégantes, pensées pour la dignité humaine autant que pour l'efficacité budgétaire. Le rêve de Mémé Rose prend enfin forme. L'excitation pure la submerge comme une vague tiède. Elle doit absolument partager cette joie avec quelqu'un. Sans réfléchir davantage, elle ouvre le groupe familial WhatsApp et tape rapidement son message d'invitation pour samedi soir, le cœur gonflé d'espoir et d'anticipation. Elle appuie sur « Envoyer » avec un sourire confiant, imaginant déjà leur visage émerveillé devant son travail. La réponse de son père arrive 3 minutes plus tard, brutale comme une gifle. « On n'ira pas à ton dîner d'inauguration. Ta maison est trop petite et simple. » Le sourire de Clara s'évapore instantanément. Une douleur familière se réveille dans sa poitrine, cette sensation de rejet qu'elle connaît depuis l'enfance. Ses doigts se crispent involontairement sur l'outil de menuiserie. Mathilde ajoute quelques secondes plus tard « C'est trop modeste pour nous. » Clara fixe l'écran, sa respiration devenant saccadée. Les mots dansent devant ses yeux qui se brouillent progressivement. 28 ans d'efforts, de sacrifices, de preuves d'amour filial, résumés en 2 phrases assassines. Elle se souvient brutalement de tous ces moments où elle avait espéré une reconnaissance, un encouragement, une simple marque d'affection. Toujours déçue, toujours insuffisante à leurs yeux. Sa gorge se serre douloureusement. Elle regarde autour d'elle, contemplant cette maison qu'elle a créée avec tant d'amour et d'attention. Et soudain, tout lui paraît effectivement petit, mesquin, dérisoire. Le doute s'insinue comme un poison, transformant sa fierté en honte. Dans un mélange de rage contenue et de douleur profonde qui lui noue l'estomac, ses doigts tapent machinalement une réponse minimale. Un simple pouce levé. Rien d'autre. Comme un acquiescement à leur verdict impitoyable. Elle pose son téléphone d'un geste sec et s'effondre sur le petit banc qu'elle a fabriqué, serrant toujours l'outil paternel de sa grand-mère. La photo de Mémé Rose la regarde depuis l'étagère fraîchement installée, ce visage ridé mais bienveillant qui avait toujours cru inconditionnellement en ses rêves d'enfant rebelle. « Qu'est-ce que tu ferais à ma place, Mémé ?» murmure-t-elle dans le silence pesant de son salon. Une idée germe lentement dans son esprit tourmenté. Folle, audacieuse, peut-être dangereuse. Elle attrape son téléphone et fait défiler ses contacts jusqu'à un nom qu'elle n'a pas composé depuis 5 longues années d'orgueil et de regret. Thomas Moreau. Son cœur s'emballe dangereusement. À 23 heures précises, elle appuie sur « Appeler » avec une détermination farouche qu'elle ne se connaissait pas. Qui sera cette personne spéciale qu'elle s'apprête à inviter dans cette guerre familiale ? Et surtout, que déclenchera cette décision impulsive dans sa vie si soigneusement reconstruite ? Le téléphone sonne dans le vide londonien, chaque sonnerie résonnant dans le cœur de Clara comme un battement d'angoisse. Ses mains deviennent moites, ses jambes tremblent légèrement. 5 années de silence pesant, et maintenant cette impulsion folle qui pourrait détruire la fragile paix qu'elle a construite.
La voix de Thomas traverse l'océan de temps qui les sépare, plus grave qu'autrefois, teintée de cet accent britannique qu'il a acquis. « Thomas ? C'est Clara. » Le silence qui suit lui paraît interminable. Elle imagine son visage se durcir, ses traits se crisper. Clara. Il répète son prénom lentement, comme s'il goûtait un vin dont il avait oublié la saveur. « J'organise un dîner samedi soir. Tu viens ?» L'audace de sa propre question la surprend. Clara se lève et commence à arpenter nerveusement son salon, ses pieds nus glissant sur le parquet qu'elle a poncé elle-même. Pourquoi maintenant ? Sa voix porte cette blessure qu'elle lui a infligée, intacte malgré toutes ces années d'éloignement. Clara s'arrête devant la photo de sa grand-mère, puisant dans ce regard bienveillant la force nécessaire pour affronter la vérité. « Parce que j'ai enfin quelque chose à te montrer. Quelque chose de vrai. D'accord. Envoie-moi l'adresse. » La simplicité de sa réponse la déstabilise complètement. Elle s'attendait à des reproches, des questions, peut-être même un refus. « À samedi, Clara. » Il raccroche, laissant Clara immobile, réalisant l'ampleur de ce qu'elle vient de déclencher. Les souvenirs déferlent maintenant comme une marée inexorable. Clara avait 8 ans quand elle construisait ses premières cabanes avec Mémé Rose dans le petit jardin de Neuilly. Ses parents les observaient depuis la terrasse, leurs silhouettes élégantes, exprimant cette désapprobation polie qu'elle apprendrait à redouter. « Rosa exerce une influence néfaste sur Clara », murmurait sa mère, en sirotant son thé dans sa tasse de porcelaine. « Ses activités manuelles ne conviennent pas à une fille de notre milieu. » Son père acquiesçait, replié derrière ses journaux financiers, ne levant les yeux que pour jauger d'un regard réprobateur les mains salies de sa fille. Mais Mémé Rose persistait avec une détermination tranquille, montrant patiemment à Clara comment tenir un marteau, comment sentir la résistance du bois, comment respecter le matériau en le transformant. « L'architecture, ma chérie, » lui chuchotait-elle de sa voix douce. « C'est l'art de créer des refuges pour l'âme. » À 16 ans, quand Clara avait annoncé vouloir étudier l'architecture, son père avait éclaté d'un rire sec. « L'architecture ? Ma fille, c'est pour les fils de bonne famille qui reprennent les cabinets paternels, pas pour faire de l'art social avec les déshérités. » Mathilde, 20 ans à l'époque, avait acquiescé mollement depuis le canapé, ses propres carnets de croquis secrets cachés sous ses manuels de commerce. Papa a raison, il faut rester réaliste. Pourtant, Clara avait surpris dans le regard de sa sœur quelque chose d'indéfinissable, une étincelle fugace, un rêve qu'elle n'osait pas nourrir. Maintenant, dans son salon baigné par la lumière dorée du couchant, Clara se demande ce qu'elle espère vraiment de ce dîner. Retrouver Thomas ? Se venger de sa famille ? Ou simplement prouver qu'elle existe, qu'elle possède une valeur propre ? Son téléphone vibre. Un message maternel s'affiche. Mathilde n'arrête pas de poser des questions sur ton dîner. Elle semble agitée. Que lui as-tu dit ? Clara fronce les sourcils. Mathilde, agitée, sa sœur parfaite qui ne laisse jamais transparaître ses émotions. Une seconde notification apparaît. Clara, il faut qu'on parle. Pas au téléphone. Demain ? Cette urgence inhabituelle trouble Clara. Depuis quand Mathilde souhaite-t-elle lui parler en privé ? Leurs dernières conversations remontent à des années et se résumaient à des politesses glaciales. Clara contemple son appartement avec des yeux nouveaux. Chaque objet raconte une histoire. Chaque coin révèle un aspect de sa personnalité que sa famille refuse de voir. Demain, elle découvrira peut-être les véritables motivations de sa sœur. Mais ce soir, une seule question l'obsède. Qu'est-ce qui a poussé Thomas à accepter son invitation si facilement ? Et que cache-t-il derrière ce succès international dont elle entend parler dans les milieux architecturaux ? Le mystère Thomas Moreau ne fait que commencer, et Clara pressent qu'elle vient de rouvrir une porte qu'elle aurait peut-être mieux fait de laisser fermer. Mercredi soir. Clara épluche des carottes avec une méticulosité inhabituelle, ses gestes mécaniques révélant une nervosité grandissante. Le coq au vin mijote déjà dans la cocotte de fonte émaillée, cette recette que Thomas adorait quand ils avaient 23 ans et rêvait naïvement de révolutionner l'architecture sociale française. L'arôme familier du thym et du vin rouge emplit son petit appartement, transportant Clara malgré elle vers cette époque où tout semblait possible. Ses mains tremblent légèrement en coupant les légumes avec précision. Pourquoi a-t-elle choisi ce plat précisément ? Pour le réconforter ? Ou pour raviver délibérément des souvenirs qu'elle aurait peut-être mieux fait d'oublier ? La sonnette retentit brusquement.
interrompant ses pensées tourmentées. Mathilde. Sa sœur se tient sur le seuil, plus pâle qu'à l'ordinaire, ses cheveux parfaitement coiffés contrastant étrangement avec l'anxiété visible qui crispe ses traits, habituellement lisses. Tu m'as dit qu'on pouvait parler. Mathilde entre sans attendre d'invitation, parcourant l'appartement d'un regard scrutateur que Clara ne lui connaissait pas. Ses doigts effleurent délicatement le dossier d'une chaise que Clara a restaurée avec patience. C'est vraiment bien. Tu as fait tout ça toute seule? Avec les outils de Mémé Rose, oui. Mathilde s'arrête devant la bibliothèque où trônent quelques manuels d'architecture et la photo encadrée de leur grand-mère. Son expression se radoucit imperceptiblement. Je me souviens quand elle nous apprenait à faire des châteaux de sable à Deauville. Tu étais la seule à vouloir qu'ils soient vraiment habitables. Un sourire nostalgique effleure les lèvres de Clara. Toi, tu préférais les décorer avec des coquillages. Tu avais déjà ce sens inné des couleurs et des formes harmonieuses. Mathilde détourne le regard, manifestement mal à l'aise avec cette évocation de talent enfoui. Clara, il faut que je te dise quelque chose d'important, à propos de samedi soir, et de papa. Clara sent son estomac se nouer douloureusement. Je n'ai pas écrit ce message de moi-même, avoue Mathilde d'une voix à peine audible. Papa était juste à côté de moi. Il m'a littéralement dicté chaque mot. Le couteau de Clara s'immobilise net au-dessus d'une carotte à moitié coupée. J'avais tapé autre chose d'abord. Quelque chose comme « J'aimerais beaucoup découvrir ta maison ». Mais il a regardé par-dessus mon épaule et… La voix de Mathilde se brise légèrement. Il a exigé que je montre plus de caractère, que j'arrête d'être si faible. Clara pose délicatement son couteau et se tourne vers sa sœur, découvrant une vulnérabilité qu'elle ne soupçonnait pas. Tu ne comprends pas, Clara. Tu as toujours eu le courage de leur tenir tête, de suivre tes convictions. Moi, je n'y arrive jamais. Chaque fois que j'essaie de faire quelque chose qui me plaît vraiment, j'entends sa voix qui me répète que ce n'est pas assez bien, pas assez prestigieux pour notre rang. Mathilde s'assoit sur le petit banc artisanal, contemplant ses mains parfaitement manucurées, avec un air de défaite qui bouleverse Clara. Tu sais ce que j'ai fait hier soir après votre échange au téléphone? J'ai ressorti mes anciens carnets de dessin, ceux que je cachais soigneusement quand on était adolescente. Clara s'installe à côté d'elle, sincèrement surprise. Tu dessines encore? En secret, comme une conspiratrice. Des intérieurs, des espaces de vie chaleureux. J'ai même développé des concepts pour transformer d'anciens bureaux en lofts familiaux. Mathilde rit amèrement. Pathétique, n'est-ce pas? Moi qui travaille dans la finance, qui rêve secrètement d'architecture d'intérieur. Ce n'est absolument pas pathétique. Papa prétend que c'est juste un hobby de fille riche qui s'ennuie et cherche à se donner une contenance. Les deux sœurs restent silencieuses quelques instants, unies par cette révélation inattendue qui change la donne entre elles. Mathilde, qui invites-tu samedi soir? Personne de spécial. Et toi? Clara hésite, puis décide de faire confiance à cette nouvelle complicité fragile. Thomas Moreau. Les yeux de Mathilde s'écarquillent de stupéfaction. Thomas? Ton ancien petit ami de l'école d'architecture? Il a accepté de venir. Mais Clara, papa va… Mathilde s'interrompt brutalement, comprenant soudain les implications. C'est exactement pour ça que tu l'invites, n'est-ce pas? Pour leur démontrer que tu n'es pas seule au monde. Le silence de Clara vaut tous les aveux. Tu sais qu'il a remarquablement réussi, Thomas? J'ai vu son nom dans plusieurs magazines spécialisés récemment. Il conçoit des projets architecturaux majeurs en Europe maintenant. Clara reprend machinalement la préparation de son dîner, ses gestes désormais plus assurés grâce à cette conversation libératrice. Clara? Oui? Si jamais tu as besoin d'aide samedi soir, pour la cuisine ou n'importe quoi d'autre, je peux venir plus tôt si tu veux. Clara se tourne vers sa sœur, touchée par cette offre spontanée qu'elle n'espérait plus. Tu ferais vraiment ça pour moi? J'aimerais beaucoup découvrir qui tu es vraiment devenue. Pas la version déformée que papa exige que je vois. Pour la première fois depuis des années, Clara ressent quelque chose qui ressemble à de l'affection sincère pour sa sœur. D'accord, viens vers 18h. Après le départ de Mathilde, Clara termine sa préparation en réfléchissant profondément. Samedi soir ne sera manifestement pas seulement une confrontation douloureuse avec son passé, mais peut-être aussi une réconciliation familiale totalement inattendue. Cependant, avant tout, elle doit affronter courageusement ses propres démons. Ce dîner catastrophique d'il y a 5 ans hante encore régulièrement ses nuits à blanches. Cette fois,
Aura-t-elle enfin la force de changer le cours inexorable de l'histoire? Samedi soir, 19h précise. Clara ajuste nerveusement sa robe bleu marine, celle qu'elle portait lors de leur première sortie officielle à 23 ans. Elle a passé l'après-midi à nettoyer obsessionnellement chaque centimètre de son appartement, disposant et redisposant les coussins du canapé, avec une méticulosité révélatrice de son stress. L'odeur du coq au vin embaume délicieusement l'espace, mêlée à celle des pivoines fraîches qu'elle a disposées dans le vase en céramique de sa grand-mère. Tout doit être parfait pour cette soirée qui pourrait changer sa vie ou la détruire définitivement. La sonnette résonne. Clara inspire profondément, lisse une dernière fois sa robe et va ouvrir. Thomas se tient sur le seuil, plus élégant qu'autrefois dans son costume gris anthracite parfaitement coupé, mais ses yeux verts portent encore cette intensité familière qui l'a bouleversé jadis. Il tient un bouquet de pivoines roses, exactement les mêmes fleurs qu'elle vient d'acheter. « Tu n'as pas oublié », murmure Clara, touchée malgré elle. « Certains détails restent gravés », répond-il avec un sourire prudent. Ils se regardent quelques secondes, dans un silence chargé d'émotion, puis Clara s'efface pour le laisser entrer. Thomas parcourt l'appartement d'un œil expert d'architecte, s'arrêtant devant chaque détail significatif. La poutre apparente restaurée, le parquet ciré à la main, l'étagère sculptée avec les outils de Mémé Rose. « C'est absolument parfait », déclare-t-il, en touchant délicatement une rainure dans le bois. « Tu as conservé l'âme authentique du lieu, tout en lui donnant ta propre identité. C'est exactement ce dont nous rêvions ensemble. » Clara sent ses joues de s'empourprer sous le compliment sincère. « Merci, j'ai voulu créer un véritable foyer, pas simplement un logement. » Pendant le dîner, ils naviguent prudemment autour de leurs blessures respectives, évoquant leur parcours professionnel sans jamais aborder frontalement leur rupture douloureuse. Thomas raconte ses projets londoniens, ses collaborations internationales, sa philosophie architecturale qui privilégie l'humain sur le prestige. « J'ai suivi ton travail de loin », avoue-t-il en dégustant le coq au vin. « Tes projets de rénovation urbaine sont remarquables. Tu réalises concrètement ce dont nous rêvions à l'école. » Clara baisse les yeux, émue par cette reconnaissance inattendue. C'était difficile au début. Personne ne faisait confiance à une jeune architecte indépendante. Et maintenant, je participe au concours Habitat Innovant mardi prochain. Un projet de logement sociaux modulaire. L'intérêt de Thomas s'illumine immédiatement. « Montre-moi ça. » Clara hésite, puis va chercher sa maquette dans son bureau. Thomas l'examine avec la concentration d'un expert, ses doigts effleurant délicatement les détails minutieux. « Clara, c'est génial. Cette modularité permet une adaptation parfaite aux besoins familiaux évolutifs. Tu penses vraiment que ça peut fonctionner? J'en suis certain. Tu vas révolutionner l'habitat social français. » Vers minuit, détendu par cette complicité retrouvée et ce respect mutuel, ils décident spontanément de prendre une photo ensemble devant la maquette. Clara dispose soigneusement les outils de sa grand-mère autour du projet, créant une composition symbolique entre passé et futur. Pour immortaliser cette soirée parfaite, dit-elle en réglant son téléphone. Ils se placent côte à côte, souriant, apaisés. Clara déclenche le flash, capturant ce moment de réconciliation authentique. « Je peux la poster ?» demande-t-elle impulsivement. « Bien sûr. » Clara type rapidement une légende. Retrouvailles créatives avec un confrère talentueux et partage l'image sur Instagram, taguant Thomas naturellement. « Merci pour cette soirée, Clara, » dit Thomas en se levant pour partir. « Tu m'as rappelé pourquoi j'aimais l'architecture. Merci d'être venu. J'avais besoin de fermer certaines pages, ou peut-être d'en ouvrir de nouvelles. » Après son départ, Clara range la cuisine en repensant à cette soirée apaisante. Finalement, inviter Thomas était peut-être la meilleure décision qu'elle ait prise depuis longtemps. Son téléphone commence à vibrer frénétiquement sur la table. Notification après notification s'accumulent. Des likes, des commentaires, des messages privés. Clara fronce les sourcils, intriguée par cette activité inhabituelle si tard dans la soirée. Puis elle voit 73 appels manqués de son père. Son sang se glace. Qu'est-ce qui peut bien provoquer une réaction si explosive chez un homme habituellement si maître de lui? Que vient-elle de déclencher sans le savoir? Clara fixe l'écran de son téléphone avec un mélange de fascination et d'effroi. Les notifications continuent de s'accumuler à un rythme effréné. Commentaires élogieux d'architectes reconnus,
partages par des magazines spécialisés, mentions de confrères internationaux. Sa photo simple avec Thomas a visiblement touché une corde sensible dans le milieu professionnel. L'une des notifications attire particulièrement son attention. Architecture Europa Magazine a partagé son image avec le commentaire. Quand deux talents de l'architecture sociale se rencontrent, Clara et le célèbre Thomas Moreau explorent l'avenir du logement modulaire. Clara se laisse tomber sur son canapé, réalisant progressivement l'ampleur de ce qu'elle vient de déclencher. Elle avait simplement voulu partager un moment d'amitié retrouvé, pas transformer sa soirée privée en événement public. Son téléphone vibre à nouveau. Cette fois, c'est un appel entrant de son père à 3h27 du matin. Elle laisse sonner, puis découvre qu'il s'agit du 74e appel depuis minuit 30. Un message vocal apparaît. « Clara, rappelle-moi immédiatement. Nous devons discuter de cette collaboration. » Sa voix habituellement contrôlée trahit une nervosité inhabituelle. Clara sent son estomac se nouer. Elle connaît ce ton. C'est celui qu'il adopte quand il flaire une opportunité commerciale ou quand il réalise qu'il a sous-estimé une situation. À 7h du matin, épuisée par une nuit blanche passée à observer l'explosion de sa notoriété numérique naissante, Clara entend frapper énergiquement à sa porte. Encore en pyjama, elle va ouvrir sans regarder par l'œilleton. Mathilde, sa sœur se tient devant elle, les cheveux inhabituellement ébouriffés, le visage marqué par l'insomnie et une agitation évidente. Elle tient son téléphone à la main, l'écran encore illuminé. « Clara, il faut que tu saches. Papa a passé la nuit entière à rechercher des informations sur Thomas. » « Comment ça ? Il sait tout maintenant. Ses projets à Londres, Milan, Barcelone, ses prix internationaux, ses collaborations avec les plus grands cabinets européens. » Mathilde entre précipitamment, refermant la porte derrière elle comme si elle craignait d'être suivie. Il a même trouvé ses interviews dans les magazines professionnels britanniques. Clara sent ses jambes faiblir. Elle s'assoit lourdement sur le canapé. Et alors, il arrive cet après-midi avec une proposition d'affaires révolutionnaire, selon ses propres mots. Mathilde s'effondre à côté de sa sœur. « Clara, tu ne comprends pas. Il veut récupérer le contrôle de la situation. Il parle déjà de partenariat familial stratégique et de réseau international à exploiter. » L'ironie de la situation frappe Clara de plein fouet. En cherchant simplement à partager un moment d'amitié authentique, elle a involontairement révélé la véritable valeur de Thomas aux yeux de sa famille. Ce qu'elle avait vécu comme une soirée de réconciliation personnelle devient soudain un enjeu commercial dans l'esprit calculateur de son père. « Mathilde, que dois-je faire ? Je ne sais pas. Mais il y a autre chose. » Mathilde hésite, puis reprend avec difficulté. « Il m'a demandé de l'accompagner pour présenter un front familial uni. Il veut que je joue le rôle de la sœur attentionnée qui a toujours soutenu tes projets. » Clara regarde sa sœur avec compassion, reconnaissant dans ses yeux cette culpabilité familière qu'elle-même a si souvent ressentie. « Tu n'es pas obligée d'accepter. »« Si, Clara. Tu ne connais pas papa comme moi. Si je refuse, il trouvera un autre moyen de me punir professionnellement. Il a encore trop d'influence dans ma banque. » Clara comprend que sa décision impulsive d'hier soir va transformer cette journée paisible en champ de bataille familial. Thomas, innocent de toute cette manipulation, va se retrouver au centre d'une stratégie qu'il n'a pas choisie. À quelle heure arrive-t-il ? 15h. Il veut évaluer ta situation domestique avant de proposer des solutions d'amélioration mutuelle. Clara se lève et commence à faire les 100 pas dans son salon, son esprit s'activant fébrilement pour anticiper cette confrontation inévitable. « Mathilde, promets-moi une chose. » « Laquelle ? » « Quoi qu'il arrive cet après-midi, souviens-toi de notre conversation d'hier. Tu vaux mieux que le rôle qu'il veut te faire jouer. » Mathilde acquiesce silencieusement. Mais Clara lit dans ses yeux la peur de décevoir, cette prison dorée dans laquelle sa sœur s'est enfermée depuis des années. Maintenant, Clara doit se préparer à protéger Thomas de la machine familiale qui se met en marche, tout en préservant cette nouvelle complicité fragile avec sa sœur. Comment transformer cette invasion programmée en opportunité de libération définitive ? 15h précise. Clara a passé sa matinée à nettoyer obsessionnellement son appartement, non par souci de perfectionnisme, mais pour canaliser son angoisse grandissante. Elle a également envoyé un message discret à Thomas pour l'avertir que sa famille pourrait manifester un intérêt soudain pour leur collaboration, sans toutefois révéler l'ampleur de la situation qui se profile. Le bruit caractéristique de la Mercedes de son père résonne dans la cour de l'immeuble.
Clara inspire profondément, ajuste sa tenue sobre mais élégante, et se prépare mentalement à affronter l'homme qui a façonné ses complexes depuis l'enfance. La sonnette retentit avec l'autorité habituelle de son père. Clara ouvre pour découvrir un homme parfaitement habillé malgré ce dimanche après-midi, son costume 3 pièces impeccable contrastant avec l'expression inhabituellement nerveuse qui traverse furtivement son visage. « Papa, Mathilde, Clara, ma chérie. » Son père l'embrasse avec une chaleur forcée qu'elle ne lui connaît pas depuis des années. « J'espère que tu ne m'en veux pas de cette visite impromptue. Après avoir vu tes accomplissements récents, j'ai ressenti le besoin impérieux de découvrir ton environnement de travail. » Il pénètre dans l'appartement, avec l'assurance d'un inspecteur évaluant un bien immobilier, son regard expert jaugeant chaque détail avec une attention nouvelle. Mathilde suit en silence, évitant soigneusement de croiser le regard de Clara. « Remarquable », murmure-t-il en examinant les poutres restaurées. Ce travail de rénovation témoigne d'un véritable sens esthétique. « J'avoue avoir sous-estimé tes compétences techniques, ma fille. » Clara observe cette transformation stupéfiante avec un mélange de satisfaction et de dégoût. L'homme qui méprisait son travail hier encore découvre soudain son talent grâce à une simple photo sur les réseaux sociaux. « Dis-moi, cette collaboration avec Monsieur Moreau, c'est du sérieux ? Papa, Thomas est un vieil ami. Nous avons simplement dîné ensemble hier soir. Un vieil ami qui se trouve être l'un des architectes les plus influents d'Europe, rectifie-t-il avec un sourire calculateur. Tu sais, Clara, j'ai toujours pensé que tu avais un talent particulier pour t'entourer de personnes prometteuses. » Cette réécriture éhontée de l'histoire familiale sidère Clara. Elle se souvient parfaitement de l'humiliation que cet homme avait infligée à Thomas 5 ans auparavant. « J'aimerais beaucoup le rencontrer à nouveau, » poursuit son père. « Dans un contexte plus approprié cette fois. Peut-être pourrions-nous organiser un dîner familial où nous discuterions de perspectives d'avenir mutuellement bénéfiques. »« Papa » tente Mathilde d'une voix hésitante. Mathilde a raison d'être enthousiaste, l'interrompt-il sans même l'écouter. Une alliance stratégique entre notre réseau français et l'expertise internationale de Monsieur Moreau pourrait s'avérer extraordinairement fructueuse. Clara réalise avec une clarté douloureuse que son père ne voit déjà plus ni Thomas ni elle-même comme des individus, mais comme des pions dans une stratégie commerciale qu'il élabore en temps réel. Naturellement, tu bénéficierais pleinement de cette collaboration, continue-t-il. Ton talent évident mériterait une reconnaissance financière et professionnelle à la hauteur. Je pourrais t'aider à structurer ton cabinet, t'apporter les fonds nécessaires pour te développer rapidement. En échange de quoi exactement ? Simplement que cette amitié retrouvée serve nos intérêts familiaux communs. Après tout, nous formons une équipe, Clara. Il est temps que tu réintègres pleinement cette équipe. Mathilde se tord les mains nerveusement, visiblement déchirée entre sa loyauté familiale et sa conscience naissante. Clara contemple son père avec une lucidité nouvelle. Elle comprend que cette visite ne constitue pas une réconciliation, mais une tentative de récupération. Il ne s'intéresse pas à son bonheur ou à son épanouissement personnel, mais uniquement aux opportunités que sa relation avec Thomas pourrait lui offrir. Papa, Thomas est un homme intègre. Il ne se laissera pas manipuler. Manipulation ? Ma chérie, je parle de collaboration mutuellement profitable. Je possède un carnet d'adresses considérable en France. Lui dispose d'une expertise internationale. Ensemble, vous pourriez révolutionner le marché de l'architecture sociale européenne. Et si Thomas refuse cette collaboration ? Le sourire de son père se durcit imperceptiblement. Pourquoi refuserait-il ? Les hommes d'affaires intelligents reconnaissent toujours les opportunités prometteuses. Clara sent la colère monter en elle. Cet homme n'a décidément rien appris de ses erreurs passées. Il s'apprête à reproduire exactement le même schéma qui avait détruit sa relation avec Thomas 5 ans auparavant. Cette fois, cependant, Clara n'est plus la jeune femme effrayée et soumise d'autrefois. Cette fois, elle va se battre. Mais comment protéger Thomas sans détruire définitivement les liens familiaux fragiles qu'elle vient de renouer avec Mathilde ? Clara observe son père arpenter son salon avec l'assurance d'un conquérant évaluant son territoire fraîchement acquis. Cette attitude propriétaire dans son propre espace déclenche en elle une colère froide qu'elle n'avait jamais ressentie avec une telle intensité. « Papa, arrête !» Il se tourne vers elle, surpris par le ton ferme de sa voix. « Arrêtez quoi, ma chérie ? Arrête de calculer mentalement comment exploiter ma relation avec Thomas.
Arrête de transformer ma soirée d'hier en opportunité commerciale. Et surtout, arrête de faire comme si tu avais toujours soutenu mes choix. Le silence qui suit résonne dans l'appartement. Mathilde retient son souffle, les yeux écarquillés par cette audace inédite de sa sœur. Clara, je ne comprends pas cette hostilité soudaine. Vraiment ? Clara sent des années de frustration remonter à la surface. Tu ne te souviens pas du dîner d'il y a 5 ans ? Quand tu as humilié Thomas devant tout le monde en questionnant les origines de sa famille ? Son père pâlit légèrement, manifestement mal à l'aise. C'était différent. Je ne connaissais pas sa valeur professionnelle à l'époque. Sa valeur n'a pas changé, papa. Seulement ta perception de cette valeur. Clara, tu dramatises. J'essaie simplement de t'aider à saisir une opportunité exceptionnelle. M'aider ? Clara éclate d'un rire amer. Tu m'as déshérité partiellement quand j'ai choisi l'architecture. Tu as refusé de m'adresser la parole pendant 6 mois. Tu as qualifié mes premiers projets d'utopie naïve. Mathilde se lève soudain de son fauteuil, tremblante mais déterminée. Papa, elle a raison. Les 2 autres se tournent vers elle, stupéfaits. Mathilde, commence leur père d'un ton menaçant. Non, papa. Clara dit la vérité. Sa voix tremble mais ne faiblit pas. Vous l'avez toujours traitée comme si ses rêves ne valaient rien. Et maintenant que vous découvrez qu'elle pourrait vous être utile, vous voulez la récupérer ? Mathilde, tu ne comprends pas les enjeux. Je comprends parfaitement. Elle respire profondément. Je comprends que Clara s'est battue seule pendant des années pour construire sa carrière. Je comprends qu'elle a financé ses études et son appartement sans un centime de vous. Et je comprends que vous ne vous intéressez à elle que maintenant qu'elle connaît Thomas Moreau. Clara regarde sa sœur avec admiration et reconnaissance. Pour la première fois de sa vie, Mathilde ose tenir tête à leur père. De plus, continue Mathilde avec une force croissante, Clara mérite mieux que vos manipulations. Son travail parle de lui-même. Son projet pour le concours de mardi est révolutionnaire. Quel concours ? Demande leur père, l'air soudain très intéressé. Le concours Habitat Innovant, répond Clara. J'y participe avec mon projet de logement modulaire. Et avant que tu poses la question, non, Thomas n'y est pour rien. C'est mon travail, ma candidature, mon expertise. Son père la fixe intensément, recalculant visiblement ses stratégies. Clara, sois raisonnable. Si tu gagnes ce concours, imagine les opportunités qui s'ouvriront avec l'appui du réseau de Monsieur Moreau. Papa, tu ne comprends vraiment pas. Clara sent une sérénité étrange l'envahir. Je ne veux pas de ton aide. Je ne veux pas de tes relations. Et je ne permettrai pas que tu utilises Thomas comme tu as essayé de m'utiliser. Tu fais une erreur énorme, Clara. La seule erreur que j'ai jamais faite, c'est de chercher ton approbation. Aujourd'hui, j'arrête. Son père reste silencieux quelques secondes, puis son masque de bienveillance tombe définitivement. Très bien. Mais souviens-toi que je peux encore influencer ta carrière en France. Un mot de moi dans les bons cercles. Menacez-la encore une fois, l'interrompt Mathilde d'une voix glaciale. Et je révèle publiquement comment vous traitez vos propres filles. Leur père les regarde alternativement, comprenant qu'il a perdu la partie. Vous le regretterez toutes les 2. Il sort en claquant la porte, laissant les 2 sœurs seules dans un silence lourd mais libérateur. Merci Mathilde. Non Clara. C'est moi qui te remercie. Tu viens de m'apprendre à me respecter. Pour la première fois depuis des années, Clara sent qu'elle a enfin une vraie famille. Mais à quel prix cette liberté va-t-elle lui coûter ? Les semaines qui suivent la confrontation familiale apportent à Clara un mélange paradoxal de liberté et d'inquiétude. Mardi matin, elle présente son projet de logement modulaire devant le jury du concours Habitat Innovant avec une assurance qu'elle ne se connaissait pas. La force puisée dans l'affrontement avec son père se traduit par une présentation passionnée et convaincante. Le verdict tombe le vendredi. Clara remporte le premier prix. Son projet révolutionnaire impressionne les experts par son approche humaniste et son innovation technique. Pour la première fois de sa carrière, elle reçoit une reconnaissance basée uniquement sur son mérite personnel. Cependant, la vengeance paternelle ne tarde pas à se manifester. Dès la semaine suivante, 3 de ses clients historiques annulent mystérieusement leur contrat. Clara découvre rapidement que son père utilise discrètement son réseau professionnel pour répandre des doutes sur sa fiabilité et ses fréquentations douteuses. Paradoxalement, cette adversité la renforce au lieu de l'affaiblir.
Chaque obstacle confirmé renforce sa détermination à réussir par ses propres moyens. Elle comprend enfin que la dépendance à l'approbation familiale constituait son véritable handicap professionnel. Thomas, qui a suivi l'évolution de la situation depuis Londres, lui téléphone pour la féliciter de sa victoire et lui proposer une collaboration authentique. « Clara, j'aimerais te proposer quelque chose de concret. Pas de la charité ou de la pitié, mais une association professionnelle équitable. Je t'écoute. Mon cabinet développe actuellement un projet d'habitat social européen. Ton expertise en logement modulaire serait parfaitement complémentaire de notre approche architecturale. Nous pourrions créer une structure commune franco-britannique. » Clara hésite longuement avant de répondre. Accepter pourrait ressembler à une facilité, une fuite vers une solution toute faite. « Thomas, ta proposition m'honore énormément, mais j'ai besoin de construire quelque chose qui soit entièrement à moi d'abord. » Je comprends parfaitement. Mais sache que l'offre reste ouverte quand tu te sentiras prête. Cette conversation confirme à Clara que Thomas respecte son indépendance, au lieu de chercher à la contrôler, contrairement à sa famille. Mathilde, elle, traverse sa propre révolution personnelle. Elle démissionne progressivement de ses responsabilités familiales traditionnelles, révélant à ses parents qu'elle suit des cours du soir d'architecture d'intérieur depuis plusieurs mois. Sa transformation stupéfie Clara par sa rapidité et sa profondeur. « J'ai montré mes projets à mon responsable formation », confie-t-elle lors d'un déjeuner entre sœurs. « Il pense que je pourrais me reconvertir professionnellement d'ici 2 ans. Papa l'a pris comment ? Il a menacé de me déshériter aussi. » Mathilde sourit avec une sérénité nouvelle. « J'ai répondu que certains héritages coûtent trop cher en dignité personnelle. » Les 2 sœurs découvrent une complicité authentique, construite sur le respect mutuel, plutôt que sur les conventions familiales. Un matin de novembre, Clara reçoit un coup de téléphone inattendu. Un ancien client, impressionné par la couverture médiatique de sa victoire au concours, lui propose de financer l'ouverture de son propre cabinet d'architecture sociale. « Madame, votre approche révolutionnaire de l'habitat populaire correspond exactement à nos valeurs d'investissement éthique. Cette opportunité provient uniquement de son talent reconnu, sans aucune intervention familiale ou amicale. » Clara négocie les termes avec une confiance qu'elle n'aurait jamais eue quelques mois auparavant. « J'accepte, mais à mes conditions. Je garde l'entière liberté créative et éthique de mes projets. Naturellement, c'est précisément pour cette intégrité que nous vous choisissons. » En raccrochant, Clara contemple sa petite maison transformée en bureau temporaire. Les outils de sa grand-mère trônent toujours sur l'étagère, témoin silencieux de cette transformation personnelle radicale. Son téléphone vibre. Un message de son père s'affiche. Une photo de l'article du Figaro annonçant l'ouverture de son cabinet, sans commentaire, accompagné d'un simple emoji pouce levé. Clara sourit en comprenant que certains murs finissent effectivement par tomber, même les plus anciens et les plus solides. Elle a enfin construit les fondations de sa propre vie, pierre par pierre, avec ses propres mains et son propre cœur. Mais que lui réserve cette nouvelle aventure entrepreneuriale ? 6 mois plus tard, par une matinée de mai baignée de soleil, Clara se tient devant l'ancien garage industriel qu'elle a transformé en un espace révolutionnaire. Atelier Rose s'élève désormais comme un symbole de renaissance, ses grandes verrières laissant pénétrer une lumière dorée qui caresse les poutres métalliques restaurées avec amour. L'inauguration attire une foule éclectique, architectes sociaux, artisans passionnés, journalistes spécialisés, et surtout, des familles venues découvrir ces nouveaux espaces de vie modulaires qui vont transformer leur quotidien. Clara observe cette effervescence avec une émotion profonde, réalisant que son rêve de créer une architecture véritablement humaine prend enfin forme. Mathilde arrive dans une robe qu'elle a dessinée elle-même, rayonnante de cette confiance nouvelle qui transforme son visage. Elle porte sous le bras les plans de sa première création professionnelle. Un showroom d'architecture d'intérieur éco-responsable qui ouvrira dans l'aile et de l'atelier. Clara, regarde. Elle déroule ses dessins avec fierté. J'ai intégré tes principes de modularité dans mes espaces de présentation. Chaque pièce peut être reconfigurée selon les besoins des clients. C'est absolument génial, Mathilde. Mémé Rose serait fière de nous. Thomas arrive de Londres pour l'inauguration de leur nouveau bureau franco-britannique, Moreau & Associés. Leur collaboration s'est construite naturellement, basée sur un respect professionnel mutuel et une vision commune de l'architecture sociale.
Clara a insisté pour que leurs noms apparaissent par ordre alphabétique, refusant toute hiérarchisation artificielle. « Félicitations, Clara », dit-il en embrassant chaleureusement la jeune femme. « Tu as créé quelque chose d'unique ici, un véritable laboratoire de l'habitat du futur. Nous avons créé, » rectifie Clara. Rien de tout cela n'existerait sans cette soirée où tu as accepté de revenir. L'événement bat son plein, quand Clara s'éclipse quelques instants pour un moment de recueillement personnel. Elle se dirige vers le petit bureau où trône la photo encadrée de Mémé Rose, entourée des vieux outils de menuiserie désormais exposés comme des reliques précieuses. « Merci Mémé », murmure-t-elle, en touchant délicatement le rabot patiné. « Tu avais raison. La vraie noblesse se construit avec les mains. » Et le cœur. Son téléphone vibre discrètement. Un message inattendu de son père s'affiche. Une photo de la une d'Architectural Digest, montrant l'atelier Rose avec le titre « La révolution silencieuse de l'architecture sociale française ». Portrait de Clara, l'architecte qui réconcilie classe et créativité. Pas de texte d'accompagnement, juste la photo et un emoji familier. Clara sourit avec tendresse. Elle comprend que ce simple pouce levé représente peut-être la seule forme d'excuse que son père puisse formuler, sa façon maladroite de reconnaître qu'il s'était trompé sur sa fille. Elle range son téléphone et retourne vers la fête, mais s'arrête en entendant la sonnerie de son bureau. Une jeune voix féminine, timide mais déterminée, résonne dans le combiné. « Bonjour Madame Clara, je m'appelle Sophie, j'ai 22 ans. J'ai lu votre article dans le magazine. J'étudie l'architecture, mais ma famille dit que ce n'est pas un métier pour les filles de notre condition. Vous pourriez me recevoir ?» Clara ferme les yeux, revoyant instantanément sa propre jeunesse, ses propres doutes, ses propres combats. Le cycle recommence, mais cette fois, elle est celle qui peut tendre la main. « Bien sûr, Sophie. Venez quand vous voulez. Nous sommes toujours là pour ceux qui osent construire leurs rêves. » En raccrochant, Clara contemple son atelier bourdonnant d'activités. Mathilde présente ses créations à des clients enthousiastes. Thomas explique leurs projets européens à des journalistes captivés. Et partout, des gens découvrent qu'architecture peut rimer avec humanité. Elle a transformé sa blessure familiale en force créatrice, sa solitude en solidarité, son rejet en acceptation. Plus important encore, elle offre désormais à d'autres la chance qu'elle avait tant espérée, celle d'être reconnue pour ce qu'elle est vraiment. L'atelier Rose n'est pas seulement un lieu de travail, mais un refuge pour toutes les âmes créatrices qui cherchent à construire un monde plus beau. Clara sourit en rejoignant la foule. Aujourd'hui commence véritablement sa nouvelle vie.